Anderlecht, 31 mei 1521. Aan de zeer geëerde Maximiliaan, hertog van Horen en Gaasbeek. Deze bekoorlijke plek en de ongekende hartelijkheid van mijn gastheer zijn zo verkwikkend dat ze werkelijk een nieuw mens van me gemaakt hebben. Ik ben lang ziek geweest in Leuven en besloot toen naar het platteland te gaan om mijn gezondheid te redden. Ik was hier nog geen 2 dagen of mijn koorts was verdwenen. De hele zomer heb ik hier op het land gewoond en ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. L'un des saints du saint. Hein? Oui, oui, oui. Alors, celui-là, c'est un des médaillons de Holbein, je pense. Hein. Oui, d'après Holbein, oui. oui. D'après Holbein, il est cantalettis. Oui. Et alors, évidemment... Ah, il y a Calvin ici. Oui, oui. Et là, il est déjà un peu vieillissant. On a l'impression qu'il est mal rasé. C'est possible. On a reconstitué, évidemment, sa table de travail. Qu'est-ce qu'on a mis? Le De Verborum Copia. Est-ce qu'on va voir ton cher Erasme d'après Memling? Métis. Oui, oui. Mon intérêt pour Erasme est dû, comme c'est souvent le cas, à des circonstances contingentes, en rapport avec certains travaux universitaires et avec certains éléments de ma carrière. Mais bien entendu, s'il n'y avait pas eu entre Erasme ou entre un certain Erasme et ma propre personnalité quelques affinités, je n'aurais pas depuis plus de 40 ans, car mon compagnonnage avec Erasme dure depuis plus de 40 ans, je l'aurais laissé tomber. On reconnaît le Froben. On reconnaît Froben. On peut en il a un peu la tête de Luther vieillissant. Mais je crois on l'a mis. Je crois bien qu'on l'a mis. Les raisons sont les mêmes. Quelquefois, il m'arrive de dire que c'était pas moi qui ai choisi Erasme, c'est Erasme qui m'a choisi. Tu as fait allusion tout à l'heure à Stefan Zweig. Il a une évocation de l'Erasme du Louvre ou de Bâle, c'est-à-dire l'Erasme en train d'écrire. Et il est en train d'écrire la paraphrase sur l'épître aux Romains. Hein. Non, c'est dans ton. Ah oui, c'est dans le tien. C'est dans le mien. Là, on ne sait pas ce qu'il écrit. Oui, hein. pas mais il y a 2 choses qui sont frappantes. Hein. Mais on est saisi, surtout quand on le voit. J'ai été le revoir au Louvre il n'y a pas tellement longtemps. Hein. C'est d'abord l'atmosphère intense de recueillement, de concentration. On se croirait presque, surtout dans celui du Louvre, hein, où il y a le fond. Hein, il y a le fond avec des petites fleurettes. On se croirait, faites abstraction de ça, vous avez une espèce de cellule. C'est le moine, c'est quasiment le moine dans sa Lectio Divina. Mais plus exactement, c'est là qu'on... Et plus fort encore, ce n'est pas le regard plissé hein, que disent certains. Non, je cite presque textuellement Zweig, la formule, c'est le moment magique où la pensée, le traducteur dit apparaît. Moi, j'aurais envie de dire le moment magique où la pensée prend chair dans l'écrit, se fait écriture. Et alors là, vous avez tout Erasme, vous avez l'essentiel d'Erasme. Je pense qu'effectivement, il y a au fond d'Erasme un élément d'angoisse, d'anxiété. Pendant une bonne partie de sa vie, il a eu peur de manquer d'argent. Ce qui fait qu'il réclamait à son banquier établi aux Pays-Bas, Erasmus Schretz, beaucoup de choses. Erasme, Desiderius, voulait être aimé et il n'était vraiment heureux que quand il avait autour de lui un environnement chaleureux. Et heureux ici à Anderlecht, ne l'oublions pas. Les quelques mois de 1521. 1521, ah oui, il a écrit un certain nombre de lettres. Oui, magnifique. d'Anderlecht. On sent qu'il était. Quand il allait à cheval de la campagne d'Anderlecht, car Anderlecht était une petite bourgade, et il se rendait à cheval à Bruxelles, à la cour, n'est-ce pas? Il y a des lettres où vraiment on respire avec Erasme la joie de vivre. Vraiment, il était très très heureux. Hein, c'est pas, il le dit. Hein, c'est pas parce que nous sommes à Anderlecht aujourd'hui. Oui, oui.
Cet adage d'Erasme, il répond à mon attitude. J'ai toujours ressenti que l'homme devait aller vivre là où il pouvait être libre essentiellement. Je pense que même si les origines d'une personne sont importantes, personne ne devrait simplement être attaché à un lieu à cause de ses origines. Je pense qu'il y a des priorités. Pour moi, la priorité essentielle, c'est la liberté. Là où on peut écrire librement, c'est là où il faut vivre. Là où on peut respirer. Moi, je suis né au Liban. J'ai vécu au Liban pendant les 27 premières années de ma vie. Et j'avoue que je ne pensais pas, dans ma jeunesse, que je pourrais vivre ailleurs. Et puis, il y a eu la guerre au Liban, et puis il y a eu tous les conflits à caractère communautaire, tout le fanatisme qui va avec cela, tous les massacres. Et un jour, j'ai décidé de partir. Je me suis installé en France. L'Europe, pour Erasme, était vraiment sa grande patrie. Il identifie à peu près cette Europe de la culture et cette Europe de la religion beaucoup plus que l'Europe divisée des nations, car il a vécu une époque où beaucoup de guerres qu'il considère comme intestines, des guerres faites entre princes chrétiens, sont doublement monstrueuses, alors qu'il faudrait savoir s'unir et éventuellement résister à l'envahisseur de l'Est, c'est-à-dire les Turcs. C'est aussi une réaction d'historien, oui. Qui aime bien les mises en perspective. Il me semble quand même qu'il faut peut-être tempérer cette idée d'Erasme européen. Parce que de quelle Europe s'agit-il d'abord? Et puis, ce que je me dis souvent, c'est est-ce qu'Erasme n'a pas été européen malgré lui, sans l'avoir recherché? Je veux dire, je vais avancer deux points oui. tout à fait minimes, mais peut-être pour relancer le débat, oui. ou à défaut l'éclairer. Je trouve que Erasme, protégé pour ne pas dire aveuglé par son utopie du latin, oui. qui serait la langue un peu universelle, et en cela je trouve qu'il est plutôt du côté du Moyen-Âge, il est resté aveugle à cette montée des langues vernaculaires qui était le support de cette montée en puissance des États-nations. Et le fait d'avoir aujourd'hui ce rassemblement de gens qui ont des cultures différentes, des langues différentes, une histoire différente, qui décident dans un cadre de démocratie, de liberté, de se retrouver et de bâtir quelque chose ensemble, pour moi, est indiscutablement l'un des événements majeurs de notre époque. Probablement l'événement majeur, probablement l'événement qui préfigure le mieux l'avenir dont on peut rêver. Malheureusement, je suis assez critique par rapport à la manière dont on est en train de faire l'Europe. Ce que je trouve critiquable, c'est d'insister constamment sur l'aspect juridique, économique, et de ne pas se préoccuper du tout de l'aspect culturel, de l'aspect identitaire, c'est-à-dire de savoir comment concilier ces identités différentes, ces histoires différentes, ces langues différentes. Se poser par exemple la question
est-ce qu'il faut une seule langue pour l'Europe? S'il ne faut pas une seule langue, comment va être la relation entre les diverses langues européennes? Das hat sich gezeigt beim Generalbericht, der sich ja die Herausforderungen der Parliament found itself deprived of power. C'est pas si variante, hostage prison for 6 weeks. Wir haben uns dann, Glenis Kinnock und ich, c'était un exemple. En tant que responsable des droits de l'homme, nous avions M. Kalou des îles Fidji. follow-up conferentie in Kopenhagen, als mede Peking, de follow-up conferenties. Daar hebben we over gesproken, hebben we gezegd wat de positieve resultaten waren. We hebben tegelijkertijd aangegeven wat er nog tekorten zijn, die hiaten die we nog moeten opvullen. Pour moi, la langue est le facteur de base dans la formation de l'identité. Il me semble que pour toute personne, il devrait y avoir, idéalement, 3 langues ou 3 niveaux de langue. D'abord, la langue identitaire. Toute personne doit pouvoir s'exprimer à travers sa propre langue, la langue maternelle. Il me semble qu'il est bon aussi d'avoir une langue commune à tous. Il se fait qu'aujourd'hui, c'est l'anglais. Mais j'ajouterai à ces deux une 3e langue, que j'appelle la langue de cœur. Il me semble qu'entre la langue identitaire et la langue de communication, qui sera forcément un peu superficielle entre tous, je souhaiterais que chaque personne développe une autre langue, qui soit sa langue choisie, qui soit sa langue adoptée. Qu'un jour, les relations entre l'Italie et l'Espagne, par exemple, ne soient pas faites uniquement par les Espagnols et les Italiens qui parlent l'anglais, ce serait stupide et appauvrissant, mais que ce soit fait par des Italiens qui parlent l'espagnol et les Espagnols qui parlent l'italien. Et que ce soit comme cela qu'il y ait dans chaque pays un contingent important de personnes qui parlent chaque langue. De natuur heeft ieder volk en haast iedere stad een soort gemeenschappelijke eigenliefde ingeplant. Zo komt het dat de Engelsen zich vooral laten voorstaan op hun culinaire prestaties. De Fransen een claim leggen op beschaafde manieren. De Italianen aanspraak maken op cultuur en literatuur. De Turken de christenen uitlachen om hun bijgeloof. De Spanjaarden willen nummer 1 zijn als het gaat om militaire reputatie. De Duitsers genieten van hun lengte. En op die manier vleien allen zich allerheerlijkst met het idee dat van alle mensen alleen zij geen barbaren zijn. Erasme a des jugements à la fois personnels et, il faut bien le dire aussi, qui résultent de certains lieux communs sur les uns et les autres. Par exemple, il considère que les Écossais sont, en matière de pédagogie, des gens brutaux comme les Français. En ce qui concerne la France, tantôt il fait des éloges de la France, tantôt il considère que la France, et notamment la langue française, est une langue épouvantable parce qu'elle n'a aucun rythme, elle n'a pas d'accent et elle s'écrit autrement qu'elle se prononce. Het Frans is een barbaarse en abnormale taal die je heel anders uitspreekt dan dat je haar schrijft. Vol met typische klanken en accenten die bijna niets menselijks meer hebben. Dans les critiques qu'il fait de la prononciation française, eh bien, plus généralement, il est, comme je le disais tout à l'heure, il est dans son utopie du latin, d'un latin vivant. Là, c'est la limite. Il y a une espèce d'aristocratisme aussi chez Erasme. C'est pas diminuer son mérite, je crois, c'est observer, je dirais. J'observais. Oui, mais à l'époque, c'était, sauf peut-être en Italie, c'était assez général. Luther, pour des raisons idéologiques, pour des raisons religieuses, a abandonné le latin et est devenu
un germaniste excellent. Oui. Il a été un des créateurs de la langue allemande. Oui, mais peut-être pour des raisons. Mais Melanchthon, mais c'est le fait. Melanchthon a continué à écrire en latin. Là, nous sortons de notre rôle, je dirais, d'observateur. Nous entrons dans le rôle du défenseur. Oui, bien entendu. Hein? La seule langue vernaculaire. Je prends du recul. Ça n'enlève rien de l'admiration que j'ai pour Erasme. Mais c'est une limite qui est liée à ses idiosyncrasies, comme tu aimes dire, et à sa perspective de pensée. Et de ce point de vue-là, moi je dis que tout en étant novateur, hein, il est lié au Moyen-Âge et par toute sa culture, peut-être, je dirais, chrétienne, voire, pour ne pas dire, monastique. Il est bien évident que les problèmes actuels de l'Europe, de cette union de l'Europe qui se fait lentement, difficilement, mais qui se fera un jour, ce n'est pas tout à fait l'Europe d'Erasme. Mais enfin, Erasme a écrit des textes fameux que peut-être on pourra lire à propos de la guerre et de la paix, que ce ne sont pas les frontières qui doivent séparer les hommes. Er is haat tussen nationaliteiten, tussen provincies en tussen steden. Waarom brengen die idiote namen verdeeldheid tussen ons? De Brit haat de Schot. De Duitser heeft iets tegen de Fransman. De Spanjaard tegen allebei. Hoe verkeerd is dat? Ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten. Chacun d'entre nous a une identité propre qui est faite de nombreuses appartenances. Il y a des aspects religieux dans cette appartenance, il y a des aspects linguistiques, il y a des aspects de toutes sortes. L'identité de chacun est une réalité extrêmement complexe, composée de tellement d'éléments qu'il n'y a pas deux identités similaires. Il n'y a pas deux individus qui puissent avoir des identités totalement équivalentes. Et malheureusement, nous avons tendance à confondre cette identité très complexe avec un élément qui apparaît comme étant le seul élément qui compte, qui est parfois religieux, très souvent religieux, quelquefois linguistique ou national ou autre. Et je crois que le véritable combat aujourd'hui, c'est de faire accepter l'idée qu'une personne doit pouvoir assumer la complexité de son identité. Qu'une personne puisse, par exemple, se réclamer de 2 ou 3 ou 4 cultures différentes, pouvoir faire en elle-même la synthèse de sa culture, plutôt que d'avoir à choisir entre ces cultures. Attention, les personnes qui se sont perdues sur le marché peuvent toujours se retrouver à un point de rencontre facile. Le manège de poneys devant le marché couvert. Aandacht, de ontmoetingsplaats op onze markt bevindt zich bij de paardenmolen, vooraan de rondgedekte markt. Je fais la distinction entre l'héritage vertical et l'héritage horizontal dans l'identité. Ce que j'entends par là, c'est que l'héritage vertical, c'est ce qui nous vient de nos ancêtres, de notre groupe religieux, de notre groupe national, de notre nation. Et ce que j'appelle héritage horizontal, c'est ce qui vient de nos contemporains. Et je pense que traditionnellement, nous avons l'illusion d'être simplement les héritiers de notre culture, de notre communauté, alors qu'en réalité, nous sommes d'abord influencés par notre époque et par nos contemporains.
Si je prends une personne au hasard dans une rue de Barcelone ou de Séoul ou de Paris, j'aurai beaucoup plus de choses en commun avec cette personne qu'avec mon arrière-grand-père. Si un jour je rencontrais mon arrière-grand-père, je n'aurais pas grand-chose de commun avec lui. Nous n'avons pas les mêmes références, nous pourrons à peine nous comprendre. Et pourtant, les gens ont le sentiment d'être dans la continuité de leur famille, dans la continuité de leur groupe religieux. C'est une illusion. Het Vlaams blok scoort door hun standpunten ten aanzien van de migranten. Was het denkbaar geweest 20 jaar geleden dat een lerares verkracht werd in haar klas? Was het denkbaar geweest 20 jaar geleden dat men een school had moeten sluiten omwille van de onveiligheid die er heerst? Wie heeft daarvoor gezorgd? Wij of zij? Zij hebben het natuurlijk weer al eens gedaan. En wij komen er tegenop. Hatred of the other, resentment against the foreigner, a belief that somehow very poor groups within a country are held back because too much money is being given to refugees, to asylum seekers. And these are easy populist points to make that can be cheaply made by politicians who want to further their own career, but they are so damaging. And there must be political leadership because the reality of the Europe that we participate in is that it needs both skilled and unskilled labour because of the demographic trends, because in many countries there's an ageing population, low birth rate. De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die in Europa een belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein. Volgens de stichting verdedigt Robinson het gedachtegoed van de Verenigde Naties op indrukkende wijze. Robinson is de 4e vrouwelijke laureaat die de Erasmusprijs krijgt. If human rights are to work, their rationale and effectiveness must stand up to the closest scrutiny. We moeten ervoor waken dat er niet te veel ongelijkheid in de rijkdom is en dat het bezit van allen niet wordt toebedeeld aan enkele. This century, we have the mapping of the human genome, the human genetic code, and I have been following with considerable interest because this scientific evidence shows that we are, in a very real sense, one human family, more so than we ever thought, that our particular code, genetic code, is extraordinarily similar in every respect for the whole of mankind. So I think it is even more appropriate to try to have that sense of one human family, which evokes a sense of community, a sense of neighbour. And we use some of these terms, but they don't fit. We talk about the global village, but there's nothing village-like in our world when you have over 1 billion people living on less than $2 a day. Dit is de tweede kade van de haven in Brindisi. De vluchtelingen hier mogen niet van hun schip en de kade af. Ze worden bewaakt door tientallen agenten en zitten al 3 dagen nagenoeg zonder eten. De door hitte en honger bevangen Albanezen zorgen voor een huiveringwekkende... Sommigen brengen flauwgevallen landgenoten naar de plek waar vandaan snel een transport is te verwachten. De buurtbewoners van het stadion reageren gemengd op de mensonterende taferelen voor hun deur. La gente ha aiutato i rifugiati. La gente più povera, la gente del quartiere li ha aiutati, non la gente ricca e nemmeno quelli che si dicono delle persone civili. Buongiorno. Comunque ditelo perché è assurdo trattare questa gente in questa maniera, perché non si trattano così neanche le bestie. È una figura indegna, sono degli europei e ci dovremmo vergognare quando parliamo di unità europea. Questa è una vergogna.
l'immigration qui est un phénomène qui va se prolonger indéfiniment. L'Europe est quand même une zone de prospérité dans un monde où la prospérité n'est pas la règle. La prospérité est l'exception. Donc, soit on se ferme dans une forteresse, mais ça c'est dangereux, parce qu'une forteresse, ça a des conséquences sur l'état d'esprit à l'intérieur de cette forteresse, sur les institutions, sur la démocratie, sur les libertés. On ne peut pas impunément s'installer dans une mentalité de forteresse. Et si on garde des sociétés ouvertes, on va accueillir progressivement des millions et des millions de personnes venant de l'Est ou du Sud qui aspirent à une vie meilleure et qui voient dans l'Europe la chance d'une vie meilleure. Le fait d'avoir été à la fois un sujet de Charles Quint et en même temps d'avoir eu des relations avec tous les grands souverains d'Europe, ça l'a amené à réfléchir un petit peu aux problèmes, à tous les problèmes, à tous les paradoxes, à toutes les contradictions de la politique. Il y avait une certaine accointance avec tous ces grands personnages et aussi leur conseiller immédiat, pour en rester à la Grande-Bretagne, est évident que un de ces mécènes, cardinal Varham, eh bien, pour Érasme, c'était aussi une nécessité. Il ne faut pas oublier qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais peut-être faut-il le rappeler maintenant, Érasme, qui était le représentant d'une nouvelle élite et d'un nouveau milieu socioculturel, qui est le milieu des humanistes, de par sa situation antérieure de moine, disons le mot, défroqué, mais en rupture de banc, même si sa situation a été régularisée, eh bien, n'avait pas les moyens d'existence que l'autre milieu, qui était le milieu scolastique avec les universitaires, assurait à tous ses tenants. Et donc, il avait d'autant plus besoin des grands. Et il y a aussi des raisons économiques qui sont des raisons humaines. Ce faisant, j'ai l'air de dénigrer, pas du tout. Non, il fallait vivre. Et il y a tout un côté besogneux chez Érasme qui s'explique. Parce qu'il était pionnier avec tout ce milieu et il avait, au fond, beaucoup de mal et il fallait bien qu'il frappe aux bonnes portes. Et les bonnes portes étaient celles des souverains et de leurs conseillers. Je pense qu'Érasme serait assez favorable à un ensemble de nations régies par un prince, ayant chacun ses habitudes, ses gouvernements, mais en même temps ayant un lien plus fort. Pour lui, c'était la chrétienté. Pour nous, c'est sans doute les droits de l'homme tels qu'on les conçoit depuis la Révolution française et surtout depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Mais je pense, sans m'avancer davantage qu'André, que l'idée d'une fédération de nations dont les gouvernants seraient les pères du peuple est une idée à laquelle il ne serait pas hostile. I believe that the values of human rights, putting strong emphasis on both civil and political rights, so, you know, freedom from torture and arbitrary killing and freedom of expression, etc., they are all extremely important, but equally important is the right to education, to healthcare, to shelter. And yet there are hundreds of millions of children who die because they don't have adequate nourishment
because they don't have safe water. So how can we continue to speak eloquently about human rights if we don't take those issues seriously? It was an extraordinary experience because we went straight to feeding stations where there were row after row of mainly women, some men also, a lot of children and babies, and they were sitting waiting for food, and I watched children dying in the arms of their mothers at the feeding station. ORS, oral rehydration solution. This child's just over a year. My emotional problem came when I tried to say at a press conference afterwards how unacceptable this was, and I think that was from anger and frustration, and the world was doing so little. It has been a very difficult 3 days, very, very difficult. I found that when I was there in Baidoa and in Afgoy and in Mogadishu and this morning in Mandera, that I had no difficulty in remaining calm and in not letting my emotions show. And I'm sorry that I cannot be entirely calm speaking to you, because I have such a sense of what the world must take responsibility for. A very important part of the work that I'm trying to do now is put emphasis on national ownership of the programme of human rights, national capacity building, by reference to the international human rights norms and standards, so that it's not so much finger-pointing about you are failing to do this, you are failing to do that, you are contrary to the human rights standards. It's saying these human rights standards are what you should be seeking to attain in your laws, in your practices in the police, in your training, in your human rights education, in having a plan of action for human rights. And our office tries to help countries, particularly countries that are in a process of development. Il est évident qu'il y a aujourd'hui une hégémonie dans tous les domaines du monde occidental, non seulement politique, militaire, économique, mais également dans le domaine des idées. Et il est certain que cela suscite parfois, dans d'autres cultures, des méfiances à l'égard de tout ce qui vient d'Occident. Cela dit, je pense qu'il faut faire la distinction. Je pense que si on commence à dire la démocratie vient de l'Occident, donc on ne veut pas de la démocratie, bon, c'est un discours que tiennent un certain nombre de dictateurs à travers le monde, mais je pense que dans tous les pays, il y a des démocrates qui comprennent que le véritable but n'est pas de faire face à l'hégémonie occidentale, mais de prolonger la vie de la dictature. Je pense qu'il y a des valeurs universelles. Moi, ça ne me dérange pas que la démocratie vienne d'Occident, à condition d'avoir la démocratie. Ça ne me dérange pas que la liberté vienne d'Occident, à condition d'avoir la liberté. Et donc, moi, je reprocherais plutôt à l'Occident de ne pas trop se battre pour étendre ces valeurs dans le monde. Je reproche à l'Occident de trop souvent donner plus d'importance à des contrats commerciaux avec tel ou tel pays, plutôt que de donner la priorité aux droits de l'homme. Erasme a voulu vivre ce en quoi il croyait. Je dirais qu'il voyageait parce qu'il croyait que le monde devait être ouvert, plutôt que l'inverse.
Je ne suis pas sûr que ce soit ces voyages qui lui aient inculqué cette façon de voir. Je crois que ces voyages ont illustré ce qu'il pressentait déjà en lui-même. In de oudheid dacht men alleen tot echte en onvervalste waardering van wijsheid te komen door veel plaatsen te bezoeken, de aard van allerlei soorten mensen van nabij te bestuderen en alles te proberen en te beproeven. Want geschriften van de filosofen, zeiden ze, bieden een slaapverwekkend en leeg soort van wijsheid, terwijl de ware wijsheid niets anders is dan ruime ervaring, een goed geheugen voor wat gebeurd is en tenslotte het trekken van lessen uit gevaarlijke situaties. Il devait aller à Bâle, pour la deuxième édition. Deuxième édition du Novum Instrumentum. Fin 1521, n'est-ce pas? Le séjour d'été a tonifié Erasme au physique comme au moral. Il voudrait vieillir en Brabant. Et puis il était appelé à Bâle pour l'action des épreuves de la troisième édition. Troisième édition, c'est ça. 1516, 1518, non, 1516, 1519. 1522. 1522, c'est ça. Voilà. Et puis, moi je crois aussi que... Et puis il n'est jamais Écoute, 1521, revenu. l'édit de Worms, parce que ça c'est un repère très important. L'édit de Worms, c'est quand... de Worms. Avec l'édit, oui. Puis, alors peut-être on pourrait dire, pour terminer, c'est un homme qui vit pour son œuvre, hein, et là, une œuvre qui lui tient particulièrement à cœur, hein, sa présence est indispensable à Bâle, hein, pour la troisième édition. Là, une bonne partie de ses voyages, en dehors de ceux dans lesquels il fuyait la peste, c'était vraiment pour suivre son œuvre, aller consulter un manuscrit, etc. Et bon, il a été à Bâle par Froben, on l'a installé à Bâle et il y est resté pendant 8 ans, n'est-ce pas?